Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence sur les papillons de nuit de Paris. Alors, j'ai précisé Paris parce qu'on va principalement aborder les papillons de nuit qui sont présents à Paris. On va aussi en voir d'autres, mais beaucoup moins en détail. Donc cette conférence elle a pour but de vous faire apprendre des choses sur ces insectes qui sont pas très connus comparés à leurs copains les papillons de jour. Donc on va commencer tout de suite avec une petite introduction. Donc un quiz des 7 ou presque différences. J'ai mis 7 ou presque parce qu'il y en a pas 7. Il y en a quelques-unes, mais on va voir qu'il y a pas tant de différences que ça. Donc en premier lieu, on a un paon du jour qui est un rhopalocère, donc un papillon de jour, qui a les ailes ouvertes quand il est posé et quand il est au repos, il aura les ailes fermées. Donc je précise ça parce que c'est important pour les différences qu'on va voir après. Et en deuxième, nous avons un papillon de nuit, la phalène du sureau. Donc là, qui est en position de repos, donc les ailes ouvertes. Donc là, quelles sont les différences? On le voit d'abord aux antennes. On voit que le papillon de jour a les antennes en forme de massue au bout, alors que le papillon de nuit il a des antennes filiformes, donc en forme de fil. Donc ça, c'est une des principales différences entre les papillons de jour et les papillons de nuit. On va en voir d'autres tout à l'heure. On a la forme des ailes. Donc en position de repos, comme je l'ai dit tout à l'heure, le papillon de jour aura les ailes fermées sur le dos, alors que notre papillon de nuit, il aura les ailes ouvertes en position de repos. Il ferme quasiment jamais les ailes. Et en dernier, nous avons les poils, la pilosité. Donc ça, c'est pas un exemple très frappant sur ces deux papillons, mais on va voir plus tard qu'il y a des papillons qui sont beaucoup plus poilus que ça, et ça a une importance, ça on le verra aussi. Donc pour récapituler, nous avons les antennes, donc les rhopalocères, c'est les papillons de jour qui ont les antennes en forme de massue, tandis que les hétérocères, donc les papillons de nuit, sont en forme de plumeau ou en peigne, ou filiformes. On a aussi du coup la morphologie, avec les rhopalocères, les ailes fermées sur le dos, alors que les hétérocères auront les ailes ouvertes. On va voir un peu les papillons en chiffres. Donc là, on va rester sur les hétérocères pour le moment. Donc, dans le monde, on retrouve environ 130 000 espèces d'hétérocères. Donc c'est quand même pas mal. On verra après le nombre de papillons qu'il existe aussi dans le monde pour comparer. En France, on a environ 5 000 espèces d'hétérocères. En Île-de-France, on en a environ 600. C'est un chiffre à prendre avec des pincettes parce que ça varie quand même souvent. Et à Paris, on retrouve 211 espèces d'hétérocères. Donc là, pareil, c'est un chiffre très précis. Euh, Ça, c'était sur l'année 2020, il me semble, mais pareil, hein, ça fluctue très souvent, hein. Donc le groupe des lépidoptères, il fait partie du groupe d'insectes les plus grands. On a au total plus de 160 000 espèces. On a vu tout à l'heure que les hétérocères représentaient 130 000 espèces dans le monde. Donc c'est une grosse partie des lépidoptères, hein, quand même, les hétérocères. Pour le groupe, donc on voit les coléoptères, qui sont les premiers, et de loin, avec plus de 350 000 espèces. C'est énorme, hein, pour un groupe d'insectes. Ça va regrouper les coccinelles, les lucanes, tous ces trucs-là. On a ensuite nos lépidoptères, donc qui sont quand même deuxièmes. Donc c'est quand même un gros groupe, qui sont devant les diptères, donc les mouches, et les hyménoptères. Euh, les hyménoptères, c'est les abeilles, les guêpes, les bourdons, etc. Donc, en espèces de rhopalocères, on en a 48 à Paris. Pareil à prendre avec des pincettes, ça varie souvent. Pour 211 espèces d'hétérocères. Donc on voit la grosse différence quand même entre les deux. Donc nous, ce qu'on voit, les papillons de jour qu'on voit voler, en fait, c'est qu'une infime partie des papillons qu'il existe réellement, qu'on qu'on voit pas, hein, forcément, vu que les papillons volent la plupart du temps la nuit, pour les papillons de nuit. Mais voilà, donc ça représente quand même un gros chiffre. On va voir maintenant les différents stades. Donc tout à l'heure, on a vu les différences. Maintenant, là, on va voir un des points communs. Donc c'est le cycle de vie qui est le même
pour les hétérocères que pour les rhopalocères. Donc on commence avec un œuf qui va donner naissance à une chenille. Cette chenille, elle va manger, manger, manger afin de faire des mues, jusqu'à faire une dernière mue qui va s'appeler la chrysalide. Et la chrysalide va faire émerger un papillon de nuit, etc., etc. Donc j'ai dit chrysalide, mais sur l'image on voit un cocon et à l'intérieur on voit une chrysalide. En fait, les papillons de nuit, ils ont la particularité de faire des cocons avant de faire leur chrysalide, afin qu'ils soient protégés pendant leur nymphose, donc pendant le stade de développement de la chrysalide au papillon. Donc ça, c'est une particularité des papillons de nuit. Donc là, on le voit, on a un joli cocon tout blanc, donc ça, c'est le ver à soie, le bombix du mûrier. Donc c'est les cocons qu'on utilise pour faire la soie. Et donc on voit la chrysalide à l'intérieur, hein. Et ici, nous avons un autre cocon un peu différent. Voilà, c'était juste pour montrer la différence un peu entre les cocons. Alors il y en a plein d'autres qui existent, hein, mais j'ai pas de place sur la diapo pour tous les mettre évidemment. Mais voilà. Maintenant, on va voir le mode de vie. Euh, alors, les papillons de nuit ne vivent qu'un seul jour. Alors ça, c'est pas vrai. Contrairement à ce que pense la majorité des personnes, les hétérocères, ils ne vivent pas qu'un seul jour. Il y a seulement certaines espèces qui ont une espérance de vie très courte, non pas de l'ordre de un jour non plus, hein, mais plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Euh, En fait, s'ils ont une espérance de vie si faible, c'est parce qu'il y en a certains qui peuvent pas se nourrir parce qu'ils sont dépourvus de trompe, donc d'appareil buccal. Donc ils peuvent pas manger. C'est le cas du Bombix mori, donc le Bombix du mûrier qui faisait le cocon de soie qu'on a vu juste avant, ou encore le grand pont de nuit. Ces deux-là, ils peuvent pas se nourrir. Donc leur vie, elle est essentiellement consacrée à la reproduction. Donc ils vont naître et ils vont juste essayer de se reproduire. Et pour les autres qui possèdent une trompe, eh ben ils peuvent se nourrir de nectar, de fruits pourris ou même de miel. Alors vous allez me dire comment il fait pour se nourrir de miel dans la nature. Eh ben on le verra plus tard. Je l'ai mentionné plus tard. Pour la reproduction, chenille ou pas chenille, alors ça va dépendre de si l'œuf est fécondé ou non. Il faut savoir que les femelles papillons ont un stock d'œufs dans leur abdomen qu'elles vont larguer, peu importe s'ils ont été fécondés ou pas. Donc pour qu'ils soient fécondés, il faut forcément procéder à un accouplement. Donc nous avons notre femelle ici qui va émettre des phéromones. Ces phéromones vont être captés par le mâle pour certaines espèces à plus de 5 km, voire même 10 km, donc c'est quand même assez conséquent. Et ensuite, le mâle va essayer de trouver la femelle afin de s'y accrocher et de se reproduire. Et une fois fécondés, les œufs ils sont directement relâchés à l'endroit où se trouvait la femelle pendant l'accouplement. Et donc ensuite, elle va en général mourir, le mâle aussi, et laisser place du coup aux futures chenilles. On va passer aux particularités physiques. Alors, on entend aussi souvent que les papillons de nuit ils sont souvent très ternes, bruns, gris, alors que c'est pas le cas de tous. Il y en a qui possèdent énormément de couleurs. On observe aussi une énorme diversité entre les espèces ou les familles, que ce soit au niveau de la morphologie ou bien même des couleurs. On a par exemple des papillons en France, dont à Paris, qui sont plutôt jolis. On a l'écaille chinée. Donc ça, c'est un papillon qui fait partie du groupe des écailles, comme son nom l'indique. Donc c'est des papillons en général noir, blanc, rouge. C'est assez précis, mais c'est le groupe qui est comme ça. Donc ça, c'est un papillon qu'on peut rencontrer en août, qui est assez courant quand même, et puis ils vivent souvent à plusieurs. On les voit souvent tous ensemble. On a aussi la noctuelle purpurine, qui est un magnifique dégradé. Je dis dégradé, mais c'est même pas vraiment un dégradé, c'est carrément une cassure. Et puis ce papillon, il pourrait faire penser un peu à une fleur, si on regarde un peu vite fait, on pourrait le confondre avec une fleur. Et on a le sphinx bourdon, qui, comme son nom l'indique, ressemble à du coup un bourdon. Il a même les ailes transparentes aussi. Maintenant, on va voir un peu des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller et on n'a pas l'habitude du coup de voir des papillons, forcément. Par exemple, à Madagascar, on a l'uranirifé, qui est un très joli papillon de nuit avec de très très belles couleurs.
Malheureusement pour lui, il est très prisé par les collectionneurs, donc il est souvent chassé. Et en Amérique du Nord, on a un papillon plutôt emblématique, c'est le papillon lune. Donc lui, on le voit quand même souvent, il est assez souvent représenté dans des ouvrages, dans des photos, plein de choses, parce que c'est un papillon, très joli. Et maintenant, on va voir les particularités physiques par famille. Heu, donc il y a beaucoup de familles, d'hétérocères, on va pas toutes les faire parce que sinon on n'a pas fini. On va faire les principales, les plus courantes ou les plus spectaculaires, les plus jolies. On va commencer avec les sphinx, donc la famille des Sphingidés. Toujours présent à Paris, on a le sphinx du Liseron et on a aussi le sphinx de la Vigne. Donc ces papillons-là, ils ont une activité nocturne. Forcément, vous allez me dire: «C'est des papillons de nuit», mais on va voir après qu'il y a des papillons de nuit qui ne vivent pas que la nuit. Heu et donc pour les sphinx, c'est le cas, ils vivent que la nuit quasiment. Et puis c'est des papillons assez spéciaux, ils ont une morphologie très bizarre. En fait, ils ont les ailes pardon, en forme d'ailes de deltaplane et puis ils sont très robustes, hein. Ils font du bruit quand ils volent et puis ils vont super vite et ils sont assez lourds aussi en général. On va avoir une espèce remarquable parmi cette famille. Donc là, on a le sphinx tête de mort, donc ça, c'est une espèce, même très remarquable. C'est un papillon déjà qui est très joli, je trouve personnellement. Et puis il a plusieurs particularités. Déjà son nom tête de mort, en fait, c'est en lien avec le dessin sur son thorax. Donc là, on voit sur son thorax un dessin de tête de mort. Heu, donc voilà, du coup, il porte ce nom-là. Il a une autre particularité aussi, c'est qu'il peut émettre un son, heu, ce qui est très étrange pour un papillon. On n'a pas l'habitude d'entendre un son, venant d'un papillon. C'est aussi un très grand migrateur, donc il peut faire plusieurs kilomètres, hein, voire même 3000 kilomètres, de l'Afrique jusqu'à chez nous. Donc c'est un papillon très endurant, très rapide, il fait du son, il a une tête de mort et il a une autre particularité et pas des moindres, c'est qu'il se nourrit de miel. Donc on l'a vu tout à l'heure que les papillons pouvaient se nourrir de miel, c'est son cas. Alors comment il fait dans la nature? Eh ben, c'est simple, enfin c'est simple, c'est compliqué mais pour lui ça paraît simple. Il s'incruste dans les ruches des abeilles et puis il vient piller le miel avec sa trompe parce qu'il a une trompe très robuste, très courte mais très épaisse qui lui permet du coup d'aspirer le liquide visqueux, qu'est le miel. Donc j'ai ajouté un fichier sonore, pour que vous puissiez écouter le son. Voilà, c'est très bizarre, c'est assez strident, ça fait un peu penser à une cigale, mais non, c'est le sphinx tête de mort. Bon, le son ici, il paraît un peu fort, mais en fait, il l'est pas vraiment, on l'entend à 40 mètres environ, ce qui est déjà pas mal, hein, pour un papillon, mais c'est pas non plus, très, très fort. On poursuit maintenant avec une autre famille, donc là, on va voir la famille des Saturnidés. Donc elle est un peu moins connue que la famille des sphinx. Les sphinx, c'est quand même des papillons assez représentés. Mais là, on a quand même affaire à une famille assez sympa avec des papillons assez spectaculaires. On a par exemple la hachette, qui est un papillon avec des petites ocelles et une hachette blanche à l'intérieur de ses ocelles. C'est pour ça qu'elle porte ce nom-là. On a aussi le bombix de l'élante qui lui est présent à Paris. Donc ces deux papillons sont présents à Paris, hein. Le bombix de l'élante, c'est un papillon qui a été utilisé autrefois pour la soie que la chenille produisait. Malheureusement, elle n'était pas d'assez bonne qualité, donc on est passé à un autre papillon, le bombix du mûrier. On a aussi l'Isabelle, qui est un saturnidé. Alors ça, c'est pas un papillon qui est présent à Paris, c'est même un papillon plutôt rare. Et il est très protégé aussi en France. Il est assez emblématique en France. Parce que il est vraiment super joli, quoi. Et puis, il est rare et protégé, donc ça en fait un papillon emblématique. On l'appelle aussi le papillon vitrail. Voilà, si ça parle, à des gens. En espèce remarquable, on a le grand paon de nuit. Je l'ai mis dans espèce remarquable parce que c'est tout simplement le papillon, le plus grand d'Europe. Il peut mesurer jusqu'à 20 centimètres, donc c'est vraiment énorme. Si lui, on le croise, c'est possible qu'on ait un peu peur parce qu'il est vraiment très imposant.
Et ensuite, nous avons la famille des Érébidés avec la lichénée bleue. Donc ça, c'est un papillon un peu spécial parce que, en fait, quand il a les ailes fermées, il paraît tout terne, tout gris. Et en fait, quand il se sent menacé, il va les ouvrir d'un coup pour faire apparaître du coup le bleu qu'on aperçoit juste ici. Papillon plutôt joli aussi et assez grand. Euh, on a ensuite le crochet, qui est un papillon avec une morphologie un peu bizarre. Enfin, c'est surtout ses ailes qui sont découpées bizarrement, en forme du coup de crochet. C'est souvent comme ça, hein. Les noms vernaculaires des papillons, ils font souvent référence au papillon en lui-même. Donc là, le crochet pour la forme de ses ailes. Et on a la même chose avec l'écaille tigrée, qui est un peu tigrée. Bon, j'aurais plus dit une écaille dalmatien du coup, mais voilà. Donc papillons très poilus, hein. On le voit sur le thorax et qui se font assez aussi dans le décor. Bon là, il est sur de l'écorce, donc on le voit quand même pas mal, mais il se camoufle assez bien. Et tous ces papillons-là sont évidemment présents à Paris. En espèce remarquable, on a l'écaille martre. Alors ça, c'est un papillon que je trouve très remarquable euh, parce que c'est un papillon qui est assez unique. En fait, la forme de ses ailes, enfin la forme, l'esthétique de ses ailes va changer en fonction des individus. Donc ça va jamais être le même papillon, malgré que ce soit la même espèce. Il y en a qui sont avec les ailes plus ou moins blanches, avec plus ou moins de rouge, des ocelles plus ou moins grandes, donc ça varie quand même pas mal. Et puis c'est un papillon aussi qui peut vivre dans tous les milieux. Il peut vivre dans les plaines, les bois, les potagers, jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Donc c'est vraiment un chouette papillon qui est plutôt unique, je trouve. Et il est évidemment présent à Paris. Donc vous avez de la chance si vous le trouvez. C'est un papillon assez gros et assez rare quand même. Maintenant, on va passer aux particularités comportementales. Alors, on a vu des familles précédemment, et parmi ces familles, les comportements de certaines espèces changent. Donc, on a d'un côté le soleil, de l'autre côté la lune, qui fait référence respectivement au jour et la nuit. On a du coup notre hachette qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est une femelle. On va partir du principe que c'est une femelle. Euh, alors, la femelle va essentiellement vivre la nuit. Alors, même si elle vit la nuit, elle va pas être très active. La nuit, elle va se poser sur son tronc d'arbre et en général, elle va pas bouger et attendre qu'un mâle vienne la féconder. Et ce mâle, en fait, il va parcourir n'importe quel milieu à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Lui, il s'en fout. Il veut juste trouver la femelle. Donc, il est souvent actif le jour, le matin. Alors, me demandez pas pourquoi, je sais pas trop. Mais vers 11 heures du matin, en lisière de forêt, on peut le voir assez souvent voler. Je sais, c'est très précis, mais j'en ai fait l'expérience et c'est ce qui est écrit dans plein de bouquins. Donc ça a l'air assez vrai. Donc voilà, donc ça c'est un papillon qui peut vivre le jour ou la nuit, pour le mâle en tout cas. Ensuite, on a le morosphinx. Donc ça c'est un papillon qui vit essentiellement le jour. Donc c'est le papillon colibri. Vous l'avez sûrement déjà vu sur vos géraniums si vous avez des géraniums. Pendant l'été, il vient butiner en faisant du surplace. Pareil, c'est un sphinx, donc c'est un papillon très robuste qui va très très vite et qui peut parcourir de longues distances sans s'arrêter. On a ensuite le bombix du chêne. Donc ça, c'est le même principe que la hachette. Ça, c'est une femelle du coup qui va être active la nuit. Et le mâle, pareil, le jour ou la nuit, peu importe, il veut juste trouver une femelle. Ensuite, nous avons la panthère, qui porte très bien son nom, qui, pour elle, est active le jour ou la nuit, peu importe aussi. On a la grande naïade, un papillon vert qui est relativement grand, qui lui est actif essentiellement la nuit, enfin exclusivement la nuit même. On a aussi l'écaille du sénesson, qui fait les deux, mais principalement le jour, c'est pour ça que je l'ai laissé dans le jour. Et on a la noctuelle de la myrtille, qui, elle, vit exclusivement le jour. On va passer maintenant aux particularités comportementales. Euh, donc, pour les vrais papillons de nuit, quand il fait jour, ils se cachent dans des petits endroits, comme par exemple sous les écorces des arbres ou entre des rochers, enfin
tous les petits trous qu'ils trouvent, ils vont essayer de se cacher à l'intérieur. Donc là, en l'occurrence, nous avons, des papillons qui s'appellent les pyramides. Donc là, c'est ma propre photo, donc je suis allé soulever une écorce d'un arbre et en fait, on peut voir qu'il y a plein de papillons qui se cachent en dessous. Donc ça, c'est assez fréquent. Là, il y en avait énormément quand même. Je pense que normalement, il y en a pas tant que ça. On en a déjà un, ici, ici, ici et là. Donc ça en fait quand même 4 sur une petite surface, sachant qu'il y en a qui se sont envolés quand j'ai, soulevé l'écorce. Et il s'est envolé, sur le tronc juste à côté. Donc on peut voir qu'il se camoufle super bien. Donc c'est le même papillon, sur cette photo que sur la photo de gauche, hein, c'est exactement les mêmes. Donc il est allé se poser sur l'écorce et comme on peut le voir, et ben, il se cache vraiment très très bien et si on fait pas attention, on le voit vraiment pas du tout. C'est le cas aussi pour la grande naïade qui, peut vraiment se confondre avec, de l'herbe ou des feuilles, hein. Maintenant, on va passer aux chenilles parce qu'on parle beaucoup des papillons, mais on parle pas des chenilles. Les chenilles aussi ont le droit à leur moment de gloire, parce qu'elles sont aussi plutôt sympas. Il y en a qui sont très diversifiées, tant par leur forme que par leur couleur. On a par exemple le sphinx de la vigne. Donc cette chenille, elle fait penser un peu à un serpent, voire à la trompe d'un éléphant, comme, son nom anglais l'indique, c'est Elephant Hawk Moth, donc qui fait allusion à la trompe d'un éléphant. On a ensuite la grande queue fourchue, donc une chenille, plutôt menaçante qui fait un peu peur quand même, avec ses 2 petits yeux, sur sa tête, on dirait un peu un visage et puis, les 2 cornes aussi, heu, derrière. Alors ces cornes peuvent se rétracter, donc dès qu'elle se sent menacée, elle peut, déployer d'un coup, ses cornes et projeter un petit liquide, anti-prédateur. On a aussi la chenille de la hachette, pareil qui a des petites cornes, qui font penser un peu à des antennes, téléphoniques et puis alors ces cornes, on connaît pas vraiment la raison de leur présence, si raison il y a bien sûr et puis en plus, au fil des mues, elles finissent par s'atténuer donc on les voit quasiment plus. Ensuite, on a l'étoilée. Alors ça, c'est une chenille, très spéciale avec des plumeaux, jaunes sur le dos. C'est une chenille, qui est plutôt spectaculaire. En France notamment, elle est présente en France. C'est une des chenilles les plus spectaculaires de France, avec la pudibonde. Donc ça, c'est 2 chenilles qui se ressemblent, pas mal. Bon là, on s'en rend peut-être pas compte, mais les plumeaux sont les mêmes, heu et la taille est quasiment la même aussi. Donc toujours dans les chenilles, donc là tout à l'heure on vient de voir, des chenilles qui ne sont pas du tout, qui sont menaçantes, mais qui sont totalement inoffensives, alors que là on va voir des chenilles qui sont pas très menaçantes, mais offensives. Donc là c'est tout l'inverse. Donc on a, les processionnaires du pain, processionnaires parce qu'elles se déplacent un peu à la queue leu leu comme on le voit sur cette photo et en fait ces chenilles-là, elles sont très urticantes. Donc ça peut provoquer de grosses démangeaisons, que ce soit, pour nous les humains ou même pour les animaux. Donc il faut faire très attention, surtout qu'en fait c'est très sujet au vent. C'est-à-dire que les poils peuvent vraiment voler, partout et très longtemps et en fait c'est pas au moment où les poils vous piquent que ça déclenche une démangeaison, c'est au moment où le poil casse. Et donc là ça va commencer à vous gratter et ça peut être très grave pour ceux qui ont des problèmes, respiratoires, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est des chenilles qu'on observe sur le pin. Donc des fois, on peut observer sur le tronc des pins, dans les parcs et cetera, des colliers avec des sacs, en dessous pour éviter que les chenilles, en fait, elles descendent au sol et qu'elles puissent se nymphoser. Donc ce qui évite un peu la prolifération de cette espèce qui est dangereuse, que ce soit pour nous, les humains, pour les animaux ou même pour, le pin, hein. Ça fait des ravages au pin, donc c'est un moyen de lutter contre ça. Les chenilles et les plantes, évidemment, pour qu'une chenille se développe, il faut qu'elle mange et ben, du coup, c'est une grande histoire d'amour. Heu, à tel point que en fait, les papillons, ils ont le nom de leur plante nourricière, dans leur nom. Donc on a le cas, par exemple, avec la phalène du sureau. Comme son nom l'indique, elle va se nourrir de sureau. Alors je parle de la chenille. Bien évidemment, le papillon ne se nourrit pas de sureau, hein. C'est la chenille qui va manger les feuilles. On a aussi le clandestin du palmier qui lui est un papillon qui a été introduit accidentellement, avec l'introduction des palmiers. Donc en fait, il était à l'intérieur
et du coup maintenant il vit, dans le sud de la France, donc il fait des ravages sur les palmiers. Et on a aussi la plupart des sphinx, donc là on a le sphinx du pin, sphinx du Troène, sphinx du peuplier, sphinx du laurier rose. Donc ça en fait quand même, énormément qui ont tous des noms, liés à leurs plantes nourricières en fait. On va passer aux menaces, donc le côté un peu moins fun. On a les menaces, forcément naturelles avec la prédation. Heu, on a les oiseaux qui se nourrissent beaucoup des papillons, surtout des chenilles. Donc ça, c'est une menace pour eux, mais bon, c'est naturel. On a pareil avec les chauves-souris qui vont plutôt se nourrir de papillons de nuit la nuit, donc autour des lampadaires et cetera. Et on a même aussi, d'autres insectes qui peuvent se nourrir, de chenilles comme par exemple cette menthe religieuse. Les chenilles et les papillons, c'est des proies assez faciles, surtout les chenilles, hein, elles ont pas trop moyen de se défendre, à part des systèmes, où elles font un peu peur comme on l'a vu tout à l'heure avec la grande queue fourchue. Sinon il y a pas vraiment de d'autres principes. Mais il y a quand même quelques techniques de défense, notamment pour les papillons de nuit. Donc on a ce Bombix de la ronce, comme on peut le voir, qui est très poilu et en fait ces poils, ils vont permettre d'absorber les ondes émises par les chauves-souris, à hauteur de 85 80-85, ce qui est quand même pas mal. Donc ça fait que les chauves-souris vont beaucoup moins les détecter et donc ils vont beaucoup moins se faire manger. Et aussi autre chose, il y en a qui ont développé la capacité justement d'entendre ces ondes émises par les chauves-souris et une fois qu'ils les entendent, ils vont juste se laisser tomber, faire le mort et esquiver, l'attaque de la chauve-souris. Évidemment, il y a des menaces naturelles, mais il y a des menaces humaines aussi. La pollution lumineuse, c'est une des plus impactantes. Donc on a, nos lampadaires qui sont allumés des fois à minuit alors que ça sert pas vraiment à grand chose. Heu, du coup, on a notre citronnelle rouillée qui va tourner autour de cette lumière et elle va plus savoir quoi faire. Donc en fait, les papillons de nuit, heu, ils se déplacent grâce à la lueur de la lune et du coup, s'ils trouvent un autre point lumineux que la lune, et ben, ils vont commencer à tourner autour parce qu'ils vont croire qu'ils avancent et cetera et cetera. Donc ils vont finir par, mourir d'épuisement, mourir brûlés contre l'ampoule ou bien se faire dévorer, comme on l'a vu par soit des araignées qui tissent souvent leur toile sous les lampadaires ou bien des chauves-souris. On a aussi les pesticides. Alors ça, c'est à éviter dans son jardin, non seulement pour, préserver les espèces de papillons, mais aussi pour préserver plein d'autres espèces, parce que c'est toute une chaîne alimentaire qui est impactée, hein. Si vous détruisez, des papillons, vous détruisez plein d'autres systèmes, comme, les oiseaux qui se nourrissent des chenilles, les chauves-souris, heu, qui, s'ils n'existent plus dans votre jardin, ne vont pas attirer le renard et cetera et cetera. Donc c'est un cercle. Donc faut éviter. Si vous avez des chenilles qui vous embêtent, dans votre potager, vous les mettez ailleurs, vous les prenez, vous les déplacez. Ce serait bête de les tuer parce qu'il y en a qui sont considérés à tort comme des nuisibles, alors que ça se trouve, ça ne l'est pas du tout et si ça se trouve aussi, c'est une espèce protégée ou c'est une espèce très rare qui n'a pas été observée depuis longtemps dans votre région et cetera et cetera. Donc les pesticides, c'est très déconseillé et on a aussi bien sûr la destruction des habitats. Donc là, on peut voir, c'est un désert, hein, tout simplement. Là, il y a aucun avantage, en termes de biodiversité pour les papillons. Il y a du pesticide, il y a aucune diversité d'espèces, de flore, donc c'est pas du tout intéressant pour eux. Et donc pareil, comme on l'a vu avec le principe de la chaîne alimentaire, si ça ne l'est pas pour eux, ça ne l'est pour aucune autre espèce. Et on a aussi, donc la destruction des forêts. Les papillons, ils ont besoin aussi des forêts parce qu'il y a plein de plantes nourricières qui sont en fait des arbres. Et puis, s'il n'y a plus d'arbres, les chenilles ne peuvent plus se nourrir et il y a plus de papillons et cetera et cetera. Mais malgré les menaces, le nombre d'hétérocères découverts dans le monde, il cesse d'augmenter, grâce à des expéditions qui sont menées par des gens qu'on appelle des lépidoptéristes, voire des entomologistes. Donc ça, on n'en parle pas souvent, c'est un domaine assez niche, mais il faut savoir que, il y a plusieurs centaines d'espèces qui sont trouvées, chaque année, un peu partout dans le monde. Donc ça donne quand même un peu espoir, même si évidemment la dégradation de la biodiversité est un fait.
il y a quand même du positif, faut le souligner. Alors comment les observer? Vous pouvez le faire chez vous, un piège lumineux. Donc vous tendez un drap blanc avec une ampoule, assez puissante et vous allez commencer à avoir, pas mal de papillons, qui vont être attirés. Des fois ça arrive qu'on en ait aussi dans notre chambre, on est en train de lire un livre et d'un coup on a un papillon qui nous saute dessus. En fait, c'est juste qu'il est attiré par la lumière et que vous aviez la fenêtre ouverte. Voilà, c'est le même principe, il est attiré par la lumière mais sur un drap blanc qui réfléchit bien la lumière. Donc ça peut être intéressant de le faire chez vous. Après il faut pas le faire souvent, voire, très rarement parce que ça perturbe un peu tout le cycle du papillon et puis si vous souhaitez le faire, il faut le faire de juin à août avec, des températures qui sont assez chaudes. Il faut éviter la pleine lune parce que comme on l'a vu tout à l'heure, il se dirige grâce à la lune et il faudrait un endroit idéalement dégagé avec, un peu de la forêt aux alentours. Donc ça c'est assez compliqué à mettre en place, mais si vous le faites, vous pouvez avoir des résultats intéressants. Et aussi, vous pouvez essayer du coup de chez vous tranquillement de déterminer les espèces qu'il y a chez vous et essayer de participer un peu, au recensement de ces espèces pour aider, la science et savoir quelle espèce vit dans votre région et si ça se trouve, vous allez trouver un papillon, qui n'a pas été recensé depuis, quelques années, qui sait? Donc voilà, mais à faire très rarement. Donc voilà, merci à vous, de m'avoir écouté. Alors si vous voulez en savoir plus et creuser un peu plus le sujet, je vous mets une petite bibliographie. C'est des livres dont je me suis servi, hein, pour faire cette conférence. On a le guide des papillons nocturnes, donc ça c'est un guide assez spécialisé, il est assez complexe à utiliser, mais si vous êtes, déjà un peu, dans le domaine, c'est un livre, intéressant. On a la Hulotte pour en savoir plus, sur le sphinx tête de mort en particulier, donc ça va aborder que le sphinx tête de mort. On a les revues salamandres qui sont superbes, sur les papillons de nuit, pareil pour en apprendre davantage. La Hulotte encore, sur le Morosphinx, un papillon, de chez nous, assez emblématique aussi. Le guide des chenilles d'Europe et le grand livre de la nature pour en apprendre plus sur les différentes espèces. Donc voilà. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette conférence et je vous souhaite une bonne continuation.